considérer que la relation est un espace intersubjectif, donc de deux personnes, avec des cadres de référence différents, et c'est de cet espace-là que va émerger les solutions. C'est-à-dire c'est ni moi, ni toi, mais c'est au milieu que ça va se passer. Et c'est parce que tu es ce que tu es, parce que tu vas pouvoir apporter ce que tu apportes, parce que je vais pouvoir peut-être par quelques outils t'aider à sortir ce que tu as à apporter, et parce que moi je suis ce que je suis, et que voilà, et c'est au milieu qu'on aura la solution, et pas forcément ni toi ni moi. Voilà, c'est l'idée de construire cet espace intersubjectif et de faire en sorte que chacun s'y sente bien. Et que c'est à l'intérieur de cet espace qu'on trouvera les solutions. L'idée de considérer qu'effectivement, on a là un fonctionnement, une façon de faire, mais que surtout, on a en face de nous des gens qui sont en train d'évoluer. Voilà. Et qui sont en train d'évoluer dans leur fonctionnement. Et qu'on a en face de nous des gens et des personnes qui a un potentiel là qui est en train de se réaliser, au-delà de la situation telle qu'elle est là, mais bien de regarder, de trouver dans l'équipe, dans le projet, quand on anime une réunion, on est sur le constat. Voilà, on est sur le constat, mais surtout, dans mon écoute, dans ce que je vais aller chercher ce potentiel qui est en train de se réaliser, qu'il soit individuel ou collectif, au service d'un projet, d'un objectif à atteindre, et quel qu'il soit. Ça, c'est un regard qu'on va s'imposer et qui va nous permettre d'orienter solution tout le temps, de bien toujours orienter solution. Et bien évidemment, on en a parlé, une relation basée sur la confiance et la co-construction, ça on en a déjà longuement parlé. Donc en fait, c'est de se dire qu'un petit peu ces principes-là, cet état d'esprit peut nous permettre de voir un petit peu des choses qu'on ne verrait pas et de faire évoluer notre pratique managériale. Le premier outil, et c'est bien un outil, voilà, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est l'empathie. Voilà. C'est un outil parce que l'empathie est une démarche intellectuelle. La sympathie, si on ressent la même chose que l'autre, on partage des sentiments. L'empathie, c'est une démarche intellectuelle où je vais essayer d'aller chercher, de comprendre l'autre, son univers surtout, de comprendre ce qu'il me dit, comme si c'était moi. Voilà. J'essaie de le comprendre, non pas avec mon regard à moi, mais de rentrer dans l'univers de la personne et de comprendre ce qu'elle me dit. Et on peut se remémorer des situations managériales, d'entretien, de comprendre ce qu'elle dit à travers son univers, comme si c'était le mien. Et je l'ai rajouté, et c'est pas moi qui le fais, c'est Carl Rogers d'ailleurs, qui dit sans jamais oublier la restriction du comme si. Je ne suis pas l'autre. Bien évidemment. Donc c'est bien une démarche intellectuelle qui va m'obliger à faire un petit peu le vide de ce que moi quand quelqu'un va nous parler, c'est vrai en coaching, mais c'est vrai aussi en management, la personne elle va commencer vous exposer une problématique, voilà, vous êtes dans une discussion d'une relation managériale, et puis là il y a un certain nombre de pensées qui vous traversent, qui vous traversent à partir de ce que vous êtes et à partir de ce que vous pensez. Et du coup, ces pensées-là vont avoir un impact de suite sur la suite de la relation et la suite de la conversation que vous allez avoir. Et de faire cet effort, de se dire, je vais commencer par essayer de l'écouter comme si j'étais lui. De penser comme si j'étais lui, mais sauf que je sais que je ne suis pas lui et que c'est une vraie démarche intellectuelle et volontaire. Et ça, c'est pour ça que je parle d'outils. Voilà. La sympathie, l'antipathie ne sont pas des outils. Et là, dans l'empathie, je parle vraiment d'outils parce que c'est une démarche volontaire et intellectuelle. Et l'écoute active, elle est composée, et c'est ce que vous disiez là, elle est composée de 3 éléments principaux. On appelle ça, on parle de synchronisation, de calibration et de reformulation. L'écoute, elle est composée, donc ça, il y a des études qui montrent que l'écoute, elle est composée de 7% des mots, enfin la conversation, parce qu'on entend. Dans ce qu'on entend, si on part d'une base 100%, les 7%, ce sont les mots. 38%, c'est tout ce qui va concerner la hauteur de voix, le rythme, l'intonation. Ça, c'est 38% du message qu'on reçoit.
Et 55%, c'est le comportement et l'attitude de la personne qu'on a en face de nous. La synchronisation, on va le faire de façon très naturelle. Et c'est quelque chose, pour ceux qui connaissent, c'est assez bluffant. Et là où on le fait normalement d'une façon naturelle, en tant que manager, et dans la relation à l'autre, quand on sera en entretien, en réunion, on le fera de façon volontaire. C'est tout simplement que quand je suis en relation avec une personne, et c'est très vrai, vous regarderez autour d'une table, dans une réunion, autour d'un apéritif, autour d'un... Voilà, quand il y a ou même quand vous discutez avec une personne, quand vous êtes vraiment en relation, et puis la discussion, voilà, vous êtes présent à cette discussion, vous allez prendre la même attitude que la personne en face de vous. Vraiment. C'est-à-dire que si elle croise les bras, naturellement, vous allez vous mettre à croiser les bras. Et si vous faites ça, vous allez vous mettre en relation avec la personne. Et quand vous êtes autour d'une table, que vous discutez, qu'il y a deux personnes qui discutent, voilà, on est autour d'une table, les deux personnes qui discutent, si elles sont vraiment présentes l'une à l'autre, vous vous apercevrez qu'elles prendront la même attitude. Ça s'appelle la synchronisation. Donc c'est quelque chose qu'on fait de façon très naturelle, et puis je viens de le dire, qui permet de rentrer en relation avec l'autre, et surtout de maintenir cette relation. Et quand je suis en entretien avec quelqu'un, au lieu que ce soit naturel, pour rentrer en relation, maintenir cette relation, être vraiment, je vais le faire volontairement. Alors la calibration, globalement, c'est de trouver des repères, d'observer des repères chez la personne qui vont me donner d'autres indicateurs qui vont compléter l'information verbale. Donc de la même façon, je vais vous donner un petit exemple. Moi je suis cool, ouais. Aujourd'hui je vais bien et je suis plutôt tranquille. Café, ça va. D'accord. Bon, alors c'est très flagrant ce que je viens de faire là, mais voilà, on va pouvoir observer comme ça. Voilà, t'es sûr, hein, t'es plutôt tranquille. Regarde tes jambes, là, quand t'es tranquille, toi tu bouges les jambes comme ça. Là, du coup, on amorce une discussion et on a ouvert notre champ d'observation de la personne au-delà de ses mots. À l'inverse, hein, ah ouais, en ce moment, dis donc, je suis stressé, moi, c'est dur. C'est vraiment dur en ce moment, c'est super stressant et tout, le boulot, tout ça, c'est... Ah ouais, quand tu es stressé, tu as cette position-là, toi. Et on va pouvoir interroger là-dessus, justement. Même sur un entretien, alors c'est très utilisé de manière en coaching, mais pour l'avoir éprouvé en entretien managérial, voilà, ça complète vraiment notre information et de la même façon, on va pouvoir, on dit calibrer, observer, repérer, avoir des indicateurs sur les mots qui sont utilisés. Est-ce que les mots correspondent au propos? Voilà, vraiment. Sur les mots qui sont utilisés, sur certains mots qui reviennent tout le temps, on va les observer et on va les repérer, éventuellement venir dessus. On va pouvoir, on l'a vu, sur l'attitude, sur l'intonation de la voix, enfin en fait, tout notre ton verbal, paraverbal, on va pouvoir aussi, on va synchroniser, mais on va aussi pouvoir le calibrer, ça va nous donner vraiment des infos complémentaires. Le dernier outil là, sur l'écoute active et complète un peu l'écoute, ça s'appelle la reformulation. Alors reformuler, c'est tout simplement. Il y a deux façons de reformuler. On dit redonner et suspendre. Redonner, c'est de redire exactement ce que la personne vient de vous dire. Voilà. Et suspendre, c'est faire en sorte de démarrer la phrase ou de reprendre la fin de la phrase et puis se taire pour que la personne termine. Ça sert à quoi? C'est assez puissant quand même comme outil, vous le verrez quand vous l'utiliserez. Déjà, ça montre à la personne en termes de confiance dans la relation et de cet état collaboratif qu'on a besoin de mettre en place pour travailler ensemble. Ça montre à la personne qu'on l'écoute bien. Voilà, déjà, écouté, entendu. Là, au moins, je t'ai écouté parce que je suis en capacité de redire ce que tu viens de me dire. Donc, je t'ai vraiment écouté. Ça permet aussi de montrer à la personne qu'on a bien compris ce qu'elle nous a dit, comme elle nous l'a dit. Alors, non pas compris intellectuellement, mais bien on a compris le sens de son propos, vraiment. On a vraiment compris le sens de son propos. Et le troisième point, et ça, ça arrive très fréquemment, ça permet à la personne de prendre du recul par rapport à ce qu'elle vient de vous dire, et de confirmer ou d'infirmer ce qu'elle vient de vous dire. Quand vous allez reformuler, il y a des personnes qui disent « Non, attends, c'est pas tout à fait ça ». Mais ça, vous le faites aussi, de reformuler. Personne ne va vous dire « Non, c'est pas tout à fait ça ». Ce que je voulais dire, c'était... D'accord, donc ce que tu voulais dire, c'était que... Ouais, oui, c'est vraiment ça que je voulais te dire. Voilà. Et donc ça, ce sont des outils qui permettent vraiment d'écouter différemment, peut-être, ou d'écouter
de façon plus complète et qui peuvent s'inscrire, à mon avis, dans une relation managériale. Deux autres outils dont je voulais vous parler, je vous avais dit que la base de la méthode en coaching, c'était le questionnement. Et c'est quelque chose de très important. Voilà. Le coaching, c'est une démarche aussi de maïotique, c'est faire accoucher les gens de leur propre contenu. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé en management. Le questionnement, alors l'idée de se dire, si j'avais qu'une seule question à poser à mon collaborateur, là, dans le cadre de ce... Voilà, il me pose un problème, il m'a exposé les choses. Si je devais lui poser une seule question, laquelle je lui poserais? Alors on parle d'intentionnalité de la question. C'est de vraiment, une fois de plus, c'est cette idée un peu de prendre du recul et de maîtriser le cadre. On en revenait tout à l'heure avec notre position haute, mais de maîtriser le cadre de l'entretien, y compris à travers le questionnement. On questionne pourquoi? On questionne pour s'informer, bien évidemment. On peut questionner pour réguler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va beaucoup utiliser la reformulation, on va s'appuyer sur les réponses de la personne pour réguler. On peut questionner pour influencer, c'est-à-dire ramener à son point de vue les personnes. Voilà. Et puis on peut questionner pour provoquer. Ouais. On a des questions de provocation de temps en temps, quand on les titiller un petit peu sur une problématique, et à partir du moment où ces questions de provocation ont une intention positive, on revient sur notre philosophie, à partir du moment où ces questions elles sont posées avec intention et avec une attention positive à l'égard de mon interlocuteur, et non pas juste histoire de l'énerver un peu, elles ont leur place dans un entretien, elles peuvent avoir leur place dans un entretien. Le dernier outil, et puis après justement, on pourra parler de manager coach. Le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est le feedback. Alors on en fait beaucoup en management. La première grande différence entre un feedback de manager et un feedback de coach, c'est qu'un feedback de manager, le manager parle 80% du temps. Et un feedback de coach, le coach, il écoute 80% du temps. Et pour le reste, il pose des questions. Et peut-être que, une fois de plus, l'idée que d'amener la personne en termes de puissance, même si votre feedback il est fait pour renforcer la motivation. Alors déjà, quand on veut renforcer, quand on est dans le renforcement, on renforce essentiellement sur les faits. Complimenter sur un fait a plus d'impact sur une personne que de complimenter sur la personne elle-même. Parce que le fait, on va complimenter sur quelque chose de précis. On va complimenter sur un résultat. On va complimenter sur une action réalisée. Après, que ce soit complété d'une... en disant, bah ouais, un super pro, bah merci. Ce que tu as fait là, comme tu l'as fait et tout, ça a été efficace pour la collectivité, parce que voilà quel résultat ça a obtenu, voilà quelles conséquences de ton action. Ça aura une autre dimension auprès de la personne. Donc le feedback, quand il est fait, alors une fois de plus, là je l'ai fait façon manager, c'est-à-dire je complimente. Quand on fait faire un feedback de renforcement par la personne elle-même, en disant, là tu as fait ça, les conséquences, voilà, du coup les résultats, ça a été quoi, on reprend, ah ouais quand même, ouais. Et là t'en penses quoi toi, tu crois que... Voilà. Quand on partage vraiment, le renforcement sera d'autant plus puissant qu'il vient de la personne que la personne le fait pour elle par elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va amener la personne à prendre conscience de l'action qu'elle a réalisée et de la qualité de l'action qu'elle a réalisée. Mais vraiment, le feedback, il est précis, il porte sur des faits et sur des résultats. Il peut préciser la façon d'atteindre ce résultat, de façon à ce qu'une méthode, voilà, comment tu as fait. Et là, à ce moment-là, comment tu as fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait reporter sur un autre projet? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, on pourrait le reporter sur... Ah bah oui, ça, tout à fait, je peux le reporter. Regarde, si je fais comme ça. Voilà. Et que ce soit donc dans le renforcement, là on est dans le renforcement, ou que ce soit dans l'action réparatrice. Bon, alors là, on a monté la manif, on l'avait montée pour 100 personnes, on en a eu 30. Voilà, les élus sont pas
super contents, ils n'ont pas vu beaucoup de monde. Si on refait, comment est-ce que tu penses voilà. Donc on amène le résultat, et ensuite, même sur les moyens, sur le retour sur les moyens, sur l'action réparatrice, est-ce que tu crois qu'on aurait pu faire différemment, et comment on aurait pu faire? Et on est bien, une fois de plus, sur le comment, sur dire, voilà, les élus attendaient, on avait monté une manif, on avait donné un objectif 100 personnes, on était 30, voilà, c'était vraiment ridicule, je sais pas bien comment... voilà, tu n'as pas été là-dessus, il y a plein de trucs que tu n'as pas dû faire, quoi. C'est quand même reçu différemment, et puis on se tourne vers quelque chose qui est passé, le résultat il est là, alors que dans un deuxième cas, on est bien sur le comment. Est-ce qu'un manager peut être coach? Est-ce qu'un coach peut être manager? Dans la situation, dans notre situation de responsable d'équipe, hein, bien évidemment, est-ce que je peux être manager et coach? Est-ce que je peux accompagner des personnes sur un processus de coaching quand je suis manager de ces mêmes personnes? Est-ce que je peux être manager et coach? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière cette notion de manager-coach?